Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo sans ma présence, tout simplement parce que je n'ai pas du tout envie d'apparaître devant la caméra aujourd'hui. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler de ces deux livres-là. Donc Un soldat presque exemplaire de Denis Brognard et donc Les grands mystères de la peinture aux éditions Larousse de Gérard Denisot. On va commencer peut-être par Denis Brognard. Ce livre-là, j'avais envie de l'acheter parce que j'ai pensé, en fait, j'avais une fausse idée sur ce livre. J'ai pensé que c'était un livre un peu autobiographique. Et en fait, je pensais qu'il écrivait de lui-même. Mais enfin, rien à voir du tout. Donc ici, on va voir, je regarde mon calepin parce que j'avais marqué dedans des choses. On va voir la violence à volonté. Hein. Ça, c'est vraiment... Déjà les phrases, les phrases du départ que j'ai beaucoup aimé de Franz Kafka, enfin j'ai beaucoup aimé, qui m'ont marqué. Hein. Détruis-toi pour te connaître et construis-toi pour te surprendre. L'important n'est pas être, mais de devenir. Oui, c'est un peu, voilà, c'est un peu hard quand même déjà. Ça annonce le parfum du livre. Hein. Ici, on va donc avoir deux personnages principaux qui vont être Stanislas et Marie, surtout Stanislas, qui est un soldat. Voilà, qui est un soldat très violent dans la famille, et puis aussi sur le champ. Hein. Donc il perd sa tête en fait, voilà tout simplement. Donc déjà les phrases aussi qui m'ont pas mal marqué, c'était je dois être blanc comme un bidet. J'ai jamais entendu ça, moi j'ai entendu plutôt je dois être blanc comme un mur. Et puis en fait ce qui était aussi drôle, c'est qu'on a la grand-mère de Stanislas qui est ukrainienne d'origine et qui s'appelle Svetlana et qui est de Donetsk. C'est comme si c'était écrit sur moi en fait, sauf que ça se passait dans les années 40. Elle n'est plus de ce monde-là, il lui restait que son grand-père Piotr par rapport à qui en fait, c'est grâce à lui en fait c'est lui qui lui a donné le goût à l'armée, à tout ce qui est militaire. Il lui racontait toujours ses batailles un peu, la guerre, ses batailles pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et donc du coup il a pris le goût à ces histoires et il voulait non pas être spectateur, mais y être acteur, et donc du coup, il s'est engagé dans l'armée. Et il partageait son expérience souvent avec son grand-père, parce qu'il avait beaucoup d'estime en lui, et puis il l'aimait beaucoup, il voulait partager avec lui quelque chose en commun, et c'est ce qui les liait énormément, donc ce goût à l'armée, cette militaria, on va dire. Donc ici on a la violence, donc son quotidien, son adrénaline, hein, carrément, en quelque sorte sa remise en forme pour la décompression si vous voulez. Il considère Cérix comme du sport et une preuve irréfutable de son courage. Donc Stanislas, hein, Stan on l'appelle, il a des troubles psychiques, hein, traumatisme psychologique tout simplement. Il aime vivre dangereusement et à pleine vitesse, et tout ça, ce sont ces engagements à l'armée qui lui ont causé cette déchéance un peu, ces défauts, enfin tout simplement, parce que personne n'est prêt à voir en fait, si vous voulez, les gens mourir, les gens tuer et tuer les gens, donc c'est assez compliqué. Et puis je pense que dans le cerveau il se passe des choses, donc du coup je pense qu'au bout d'un moment il a dû péter un câble, et ensuite il a pris ce goût à la violence qu'il transmettait dans sa famille également. Donc il n'arrêtait pas de battre sa femme, Marie. Donc c'était vraiment tout le temps des violences conjugales, et on commence justement, le livre commence par ça, où il la bat jusqu'à presque là où elle a peur vraiment de mourir. Donc elle appelle ses collègues, elle est policière, elle appelle ses collègues qui viennent à son secours, et il l'embarque. Et puis là, en fait, ça commence comme ça, et puis en fait, et par la suite, on va donc découvrir en fait son parcours, comment il est devenu comme ça, pourquoi il est devenu comme ça, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, comment on est quand on est au front, comment c'est compliqué à gérer psychologiquement, et puis physiquement, vous n'avez pas de confort que vous pouvez avoir chez vous, mais ça passe au second plan. C'est presque ça ce qu'il adore en fait, être un peu à la sauvage, c'est-à-dire sans vraiment le confort, mais qu'il apprécie néanmoins une fois rentré chez lui. Lui, c'est cette rage de combattre en fait qui l'attire, parce qu'une fois rentré
des pays où il y a la guerre. Enfin, c'est souvent, il va au Mali. Donc, une fois rentré de là-bas, bah, il continue à faire des bagarres dans les bars afin de maintenir sa forme militaire. Et puis ensuite, une fois rentré à la maison, bah, c'est des violences conjugales et il bat sa femme. Donc voilà, il touche pas à l'enfant, mais il bat sa femme. Il y avait des choses aussi qui m'ont marqué. Donc à la page 127, je vais essayer d'être bref, mais enfin c'est pas facile de résumer ce livre hein, parce que il se lit facilement, certes. Il est écrit assez fluide, mais enfin bon, je veux dire, c'est pas très mon style parce qu'il y a pas mal de choses un peu familières. Je n'aime pas ça du tout dans les livres. Et je n'aime pas cette brutalité, cette violence constante, ça me perturbe en fait. Et les violences conjugales, violences tout court, et puis surtout envers les femmes, ça me dépasse. Donc ici, en fait, qu'est-ce qui m'a fait? Pourtant, Stanislas est incorrigible. Il ne retient aucune leçon. Comme au combat, il aime vivre dangereusement et à pleine vitesse. Il veut tout à la fois une femme, des conquêtes, des potes et très peu de contraintes en dehors du boulot. Un esprit d'adolescent irresponsable dans un corps d'adulte, tout le contraire de son attitude de soldat où il fait preuve d'une rigueur et d'un sens du devoir loué pour tous. C'est-à-dire que en fait, il remarque, comment vous dire, oui, il trompe pas mal sa femme, donc Marie. Et puis elle, en fait, c'est pour eux, c'est une sorte de jeu, j'ai l'impression, parce qu'une fois qu'il la trompe, elle va le tromper aussi. Elle va lui envoyer des images, des vidéos. Après, il va revenir à la maison, il va la battre. Après, il va chercher celui avec qui il l'a trompé, il va le battre aussi. Enfin, c'est vraiment c'est violence sur violence, coup sur coup, tout le début du livre, c'était pour moi c'était invivable. Je sais pas, c'était difficile. Mais ce qui était bien, c'est que ça se lisait vite. Ça, tu voulais toujours savoir la suite, ça c'est sûr. Après, ce qui résume bien la situation et l'état de Stanislas, c'est ici, c'est à la page 250. C'est vraiment un personnage à part, hein, quand même. C'est miraculeux que tu sois encore en vie, Stanislas. Il m'appelle par mon prénom pour la première fois. Ce n'est pas innocent. Et continue, tu es l'un des mecs les plus attachants que je connaisse, les plus barrés et les plus piqués aussi. Le jour où tu partiras, où tu quitteras ce bas monde, ton autopsie révélera que ton cœur et ton cerveau sont couleur camouflage, et tu seras allongé sur ton lit de mort au garde à vous. C'est sûr que c'est vraiment ça, parce que il kiffe l'armée, il adore ça, il ne vit que pour ça, il n'a rien d'autre qui lui fasse autant plaisir. L'armée passe avant sa famille. Et en fait, c'est assez marrant parce que dans ce livre, vous avez toujours le vocabulaire qui est lié avec l'armée, enfin vocabulaire militaire. Par exemple, même quand il était interné à l'hôpital, il y avait une phrase comme ça: un bataillon de cachets matin et soir qui m'attaquait sans que je puisse me défendre. C'est vraiment ça. Et puis c'est vrai qu'il vivait complètement la relation toxique sans fin avec Marie. Donc le récit d'une vie réelle c'est un livre c'est un récit d'une vie réelle des militaires, de leur mission ainsi que le quotidien professionnel et personnel dans deux, par exemple Stanislas et sa femme Marie, policière, les difficultés de la vie, alterné à quelque peu de moments de joie, hein. Vraiment il y en a peu parce que il y a que on entend que se bagarrer, taper, cogner, tirer. Donc j'ai pas trop aimé ce livre hein, parce que enfin cette lecture, hein, le livre il est bien écrit en soi, mais j'ai pas trop aimé cette lecture du fait de son réalisme et cette violence obsessionnelle vis-à-vis la femme aussi, que cet amour toxique et presque même on peut dire sadique entre les deux êtres qui fera le plus de mal à l'autre. Enfin on dirait qu'ils font la course, qui fera tiens je te fais ça mais moi je te ferai ça, etc. Enfin donc je vous laisse découvrir quand même, mais il faut s'attendre à des choses assez violentes. Est-ce que vous êtes prêts à lire ou pas, et surtout pour les femmes qui subissent les violences conjugales, franchement j'aimerais vraiment que ça s'arrête, ça, et c'est vraiment... Voilà, donc je vais pas épiloguer là-dessus, je n'ai pas trop apprécié, donc moi j'aime beaucoup Denis Brugnard, mais alors ce livre, ça m'a un peu perturbée, je ne m'attendais pas du tout à lire ce que j'ai lu. Donc c'est aux éditions Flammarion, c'est très bien écrit, c'est très bien présenté, certes, mais enfin bon, c'est pas mon style de livre, non. Donc je ne vais pas le garder, je vais le vendre. Et puis je voulais vous parler aussi de
Attendez. Voilà. Les grands mystères de la peinture, je suis en cours de le lire, voyez, je me suis mis les marque-pages, il me reste un peu moins que la moitié du livre. Donc ici, on commence par la phrase de Yves Navarre, le mystère de l'art, c'est que tout sonne juste quand tout est faux. C'est ça qui est sympa. Donc c'est complètement deux lectures, c'est deux lectures complètement différentes. Hein. C'est voilà, on a la violence, on a l'art. Donc ici, à la page 25, j'ai beaucoup aimé identification énigmatique. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais marqué? Ah oui, bon, ça va être un peu compliqué de vous présenter ça comme ça. Par exemple, ici, sur tableau, vous voyez, donc comment ils décrivent une identification encore énigmatique. Demeure enfin l'hypothèse, aussi ancienne qu'ingénieuse et controversée, de l'autoportrait. L'homme ne serait autre que Van Eyck lui-même, usant de sa main gauche, trait commun à tous les autoportraits, pour serrer celle de son épouse Marguerite, déjà enceinte de leur fils, né en 1434. Le titre même de l'œuvre serait erroné, Inventaire de 1523, désignant sous le nom d'Ernulf, enfin l'homme rebaptisé Arnolfini par la postérité, l'énigme demeure. Vous voyez, en fait, ça vous parle, ce livre, il est assez sympathique parce qu'il y a beaucoup d'énigmes à résoudre dans ces peintures qu'on connaît peut-être tous, ou pour la plupart, il y en a qui sont très connus et que vous devez connaître. Celle-ci, par exemple, ça m'a vraiment marqué, cette peinture. Par contre, ce qui m'a moins un peu impressionné, c'est plus les peintures, les fresques plutôt religieuses. Bon, certes, c'est intéressant, mais c'est pas vraiment mon truc. Enfin, voilà, je suis un peu perdue, et tout ce qui est mythologie aussi. Mais c'est sûr qu'il fallait commencer par là, parce que tout commence par Pompéi, voilà, et puis on y va, on continue donc dans les années 1200 et plus tard. Hein. Donc ici, aussi à la page 76, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup apprécié. Ah oui, c'est ça en fait, c'est Robiu de... Ceci est un Robiu, le Giuseppe Arcimboldo, 1527-1593. Donc ici, vous avez une série de portraits, hiver, donc les saisons, hiver, printemps et été, été et automne. Et là, en fait, vous déchiffrez, parce que sinon, de loin, vous voyez les visages, mais quand vous vous approchez de près, vous commencez à voir ici le tronc d'arbre en guise de tête et du cou. Vous avez des petites inscriptions, par exemple, ici, il avait noté l'année à laquelle il avait peint ce panneau, ce tableau, 1573. Vous voyez, ici, on a son nom. Donc en fait, il y a des petites choses cachées dans chacun de ces tableaux. Et puis cette peinture-là, qui est assez violente, hein, mais elle est assez intéressante dans le sens que déjà c'est une femme qui l'a peint, c'est Artemisia Gentileschi, je pense que ça se prononce. Donc ça s'appelle, la peinture s'appelle Judith décapitant Holoferne, donc d'Artemisia Gentileschi. En fait, si vous voulez, pour la plupart, les peintures sont liées toujours avec la religion, avec la Bible. Il y a quelque chose qui va être évoqué dans la peinture, mais qui provient de sources bibliques. Dans celle-ci, par contre, ça provient un peu de là, parce que ici on voit comme ils décrivent, si vous voulez, vous avez une peinture présentée, ensuite vous avez le code couleur qui est présenté dans la peinture, et puis enfin vous avez les descriptifs de chacun des détails qu'il faut décrire. Il vous parle pourquoi et comment. Par exemple, cette femme qui est en train de tuer cet homme, enfin Judith qui tue, comment elle s'appelle, Holoferne, en fait, tout simplement non, mais enfin, on explique pourquoi elle a cette expression sur le visage, comme si elle était une bouchère qui tout simplement encore, j'y mets des guillemets, hein, qui tue un animal et non pas un homme en fait, un homme, une personne. Et puis sa servante qui n'a pas du tout d'expression sur son visage non plus, qui le maintient tout simplement et qui l'aide à faire cet acte. Puis ici on a une croix, vous voyez, donc tout de suite c'est lié avec la Bible. Enfin, après je ne décris peut-être pas aussi bien comme c'est écrit dans le bouquin, bien évidemment, mais en fait à ça il y a une histoire tout simplement parce que
Artemisia, donc la peintre de ce tableau, en fait, elle a subi elle-même les violences. Donc, elle était violentée par son, on va dire, entre guillemets, professeur, enfin, celui qui l'apprenait un petit peu la peinture, et puis personne ne la croyait. On l'a mis... on l'a humiliée un petit peu devant tout le monde. On lui a fait subir des examens publics concernant ce viol en fait. Et donc du coup, moi je vois ce tableau comme une petite, même une grosse vengeance par rapport à son violeur. Et donc elle le présente ainsi, mais en se basant sur les épisodes bibliques ou les épisodes enfin les épisodes historiques tout simplement. Donc du coup elle va nous présenter tout ceci, et puis tout se joue dans le détail. Vous voyez, la robe n'est pas du tout tachée, enfin quasiment pas tachée. On a le bracelet avec les camées qui représente aussi son statut. Enfin, vous voyez, c'est toujours, hein, tout est dans le détail. Voilà, donc ils expliquent ça comme la théâtralisation de cette effrayante décapitation, castration, fruit d'une abomination dont les mots seraient impuissants à rendre la réalité. Voilà, tout simplement. Donc c'est présenté dans le tableau, et moi je pense que c'est en quelque sorte un autoportrait, on va dire, une vengeance. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant en fait quand vous décryptez. Puis ici, moi, enfin, il y a des tableaux, des peintures que vous voyez pas comme vous aurez peut-être dû les voir, je ne sais pas. En fait, c'est ce qu'on nous présente comme ça. Est-ce que c'était vraiment ça qu'on voulait transmettre vis-à-vis de la peinture, ou c'était tout simplement une coïncidence de position des objets, etc. Ou bien la personne, elle a vraiment réfléchi à l'exposition, ou bien passer le message, ou cacher une énigme, ou un secret. Enfin bon, je ne sais pas. Ici, on voit encore un truc religieux, comme on dit, et le pain qui est découpé en croix. Nous avons le vin et puis le pain, vous voyez, encore lié avec le Jésus. Nous avons ici l'échiquier, nous avons les beaux reflets dans le vase. Nous avons cette position étrange des deux fleurs de chaque côté, des deux œillets rouges de chaque côté. Enfin, c'est ce qui est expliqué là, hein, c'est pas mes paroles. Puis le miroir qui ne reflète aucun de ces objets, qui est pourquoi. Et là, nous avons cet échiquier, donc nature morte à l'échiquier de Lebin-Bogin. Donc 1612-1663. Puis là, vous voyez, ils vont encore aller dans le détail, voir que c'est peut-être, est-ce que c'est est-ce que c'est la manche d'un couteau, puisqu'il y a le pain à côté, ou puis nous, comme c'était décrit, je crois qu'il y a en fait, il y a le visuel, l'ouïe et l'odorat, puisque pour l'odorat, vous avez le vin, vous avez le pain. Pour l'ouïe, vous avez cette luth, je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais pas comment on appelle ce truc. Enfin, cet instrument de musique. Oui, c'est ça, luth. Et pour donc le toucher, vous avez cette bourse en velours. Vous avez... qu'est-ce qu'il y avait encore, hein? Oui, vous avez ce jeu de cartes. Enfin, voilà, vous avez cette partition avec le coin de la page pliée. Enfin bon, vous voyez, c'est un peu, il décortique le tableau pour vous dire, enfin la peinture pour vous expliquer le pourquoi et le comment, pourquoi est-ce que l'os est retourné avec les cordes en bas. Enfin bon, on sait pas. Donc voilà, il y a des choses qui sont bien décryptées, d'autres moins bien, mais il y a toujours ces énigmes. Pourquoi est-ce que par exemple dans le miroir il y a rien qui se reflète? Voilà. Après, il y a plein de choses pareilles pour ce jeu de cartes, par exemple. Pourquoi est-ce qu'ils ont les plumes dans leur chapeau? Est-ce que c'est pas un message qui veut dire tu vas bien être plumé? Enfin bon, vous voyez, c'est un peu un jeu de mots aussi, puisque là, lui, il cache par exemple dans sa ceinture d'autres cartes. Enfin, lui, la lumière, elle tombe moins bien sur lui que sur tous les autres personnages. Il est un petit peu en retrait. Est-ce que c'est un tricheur? Enfin, vous voyez, c'est un peu, voilà, le tricheur à l'as de carreau. Et là, on décrit encore une nouvelle fois. Là, c'est pareil, vous allez avoir une énigme cachée ici, écrit en hébreu, je crois, qui veut dire, je sais plus ce que j'avais lu. Oui, ça veut dire, donc, ce qui était marrant, ce message, enfin marrant, c'était assez intéressant.
Donc déjà, vous allez voir ici la peur dans les yeux de la femme, la frayeur carrément, puis l'étonnement et peut-être, voilà, il y a toujours ce récit biblique. Et donc ici, c'est marqué, donc ici, hypothèse confortée par l'ambiguïté des termes utilisés les exégètes français de l'Ancien Testament proposant une singulière traduction, une livre, un franc, deux sols. Soit, donc voyez, ils vous traduisent ça comme ils le comprennent. Ton pays est livré aux étrangers, tu as franchi la limite de tes années de règne, Dieu a soldé ton compte. Tant il est vrai que les voies de l'Éternel sont impénétrables. Donc, est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est tellement bien expliqué, c'est tellement bien décrit, ça devient super intéressant. Et par exemple, Diego Velázquez, sa peinture, 1999-1660, ce sont ses années, sa peinture vers 1657, ça c'était ses années de vie. Et ceux qui disent les miroirs, donc vous voyez, ça c'est le tableau la peinture qui s'appelle Les Ménines. Apparemment, cette décoration n'y était pas, elle était post-mortem, donc c'est-à-dire quand il est décédé, on lui a ajouté cette décoration puisqu'il l'a mérité au cours de sa vie. Et puis là aussi, vous avez une mise en scène assez étrange parce que on va voir ici la petite enfante et tout autour, on va voir ses parents, on va voir le reflet d'autres gens qu'on ne voit pas ici. On voit ici un autre homme qui descend l'escalier ou qui les monte. Enfin bon, vous voyez, il y a ce chien, il y a ces deux enfants. Voilà, donc c'est toujours très très intéressant à voir, à lire. Et puis là, voilà, moi je me suis arrêtée là, mais je pense que, bon, je vais continuer de toute façon, je me suis fait mon propre idée, je pense que c'est un livre assez intéressant pour ceux qui sont intéressés par l'art ou qui connaissent rien du tout dans l'art. Moi je ne connais pas grand chose, mais je vous avoue que c'était assez intéressant pour moi d'en apprendre davantage. Donc j'ai beaucoup aimé aussi cette peinture de Johannes Vermeer, j'ai vu le film, j'ai beaucoup apprécié avec Scarlett Johansson. La jeune fille à la perle, franchement c'est super joli tableau, alors qu'il n'a rien d'extraordinaire, il est juste transmet tellement l'émotion, le caractère de la personne qui regarde cette jeune fille, cette perle, la seule perle qui brille de tout tableau, sur le fond noir avec ses yeux, on peut dire quelque peu innocent et suppliant de je ne sais quoi, ou je sais pas, enfin, vous voyez, une touche de couleur sur sa bouche, le rouge, le reste, il n'y a pas de rouge du tout, même si vous savez, qui normalement contenait les couleurs, d'après ce qu'on dit, un peu rougeâtre, donc il n'a pas mis. Donc voilà, en fait, il y a plein de choses ici qui vous expliquent, et où est-ce qu'elle regarde, etc. Et pareil pour l'enseigne de Gersaint aussi, c'est assez intéressant. Enfin bon, je vais pas vous décrire tout le livre, mais en tout cas, vous voyez, c'est assez sympa, j'aime beaucoup. Donc voilà aussi la vidéo, pourquoi je vous montrer comme ceci. Déjà de 1, c'est très bien, je vais pas apparaître aujourd'hui. Et puis de 2, c'est que c'est très bien, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans comme peinture. Donc vous voyez, par exemple, Nature à déchiffrer de Caspar David Friedrich, ou Friedrich. Paysage d'hiver, donc je pense qu'on va découvrir encore des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu comme ça, si on ne nous explique pas. Vous voyez là, il y a plein de choses des fois assez étranges, qu'on n'aurait peut-être jamais vu. J'aimerais voir aussi le cri d'Edvard Munch, qu'est-ce qu'on décrit ici, peut-être qu'on voit aussi, là c'est peut-être les bateaux, c'est assez abstrait comme peinture, hein. Voilà, donc il y a beaucoup de choses assez intéressantes. Donc je vous recommande vivement cette lecture. Elle est assez enrichissante et intéressante. Voilà, sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée malgré que je ne sois pas devant la caméra. Mais j'espère que c'était assez intéressant. Voilà. Sur ce, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche de notification afin d'être averti de la nouvelle sortie de vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!